Polyamide, polyester, nylon, acrylique. Aujourd'hui, je vais vous parler des fibres synthétiques. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler des fibres synthétiques. Alors, petite introduction. Il faut savoir que je ne suis pas une fan de fibres synthétiques, mais par honnêteté intellectuelle, je pense qu'il est important de vous parler de ce qu'il existe sur le marché. Donc j'ai déjà parlé du Mérinos Superwash, j'ai déjà parlé de l'alpaga, je parlerai d'autres fibres animales, et je parlerai plus en profondeur du mérinos par exemple. Je parlerai des fibres végétales, même si j'en ai un peu parlé dans la vidéo sur le tricot en été. Je parlerai de ça parce que je pense qu'il est important de vous informer sur ce qu'il existe sur le marché. Et aujourd'hui, je vais parler des fibres synthétiques. Pourquoi? Parce que je pense que c'est ce qu'on trouve majoritairement sur le marché et qu'il y a des questions à se poser de toute façon. Il y a une façon d'aborder les choses pour faire un choix judicieux en fonction de vos envies, en fonction du projet que vous avez envie de faire et aussi en fonction de votre budget. Les fibres synthétiques, grossièrement, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez Whippet à côté de moi qui n'est pas content, qui se retrouve enfermé dans la chambre. Bref, donc, les fibres synthétiques, c'est quoi? En fait, les fibres synthétiques, ce sont des fibres synthétiques qui sont composées de polymères. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de chimie détaillé parce que, en fonction des produits chimiques qu'on utilise et des additifs, etc., les réactions chimiques ne changent. Mais bon, bref, en gros, les fibres synthétiques sont basées sur des polymères. Les polymères sont aussi la base du plastique et du caoutchouc. Le caoutchouc artificiel et pas le caoutchouc qu'on utilisait avant, qui était le caoutchouc issu de l'arbre à caoutchouc, donc ce n'est pas naturel. Ces fibres synthétiques, elles ont été surtout développées parce qu'on a constaté qu'elles avaient une solidité certaine, elles avaient une durabilité certaine, elles étaient peu sensibles à certaines conditions météorologiques ou certaines conditions de traitement, et en plus, elles ne moisissaient pas facilement et elles n'étaient pas soumises au mildiou. Donc pas comme les fibres végétales et pas comme les fibres animales. Et elles résistent aux parasites tels que les entraînes, les mites, les poissons d'argent. Donc voilà la raison majeure pour laquelle, pas que, mais on a quand même développé les fibres synthétiques. Il y a une classification, en fait, dans les fibres synthétiques. Je vais vous parler de deux types de fibres synthétiques. On a la fibre vraiment synthétique et on a la fibre synthétique que l'on peut classer aussi bien dans le végétal que dans le synthétique. En fait, ce sont des fibres qui sont issues du milieu végétal, mais qui sont transformées par la chimie pour en faire une fibre soit tissable, soit tricotable. Alors, je les place ici dans les fibres synthétiques. Je ne vais pas rentrer dans les grands détails de ces fibres-là. J'en parlerai quand je parlerai des fibres végétales, parce qu'on est vraiment dans un entre-deux-mondes ici. Mais je vais quand même l'évoquer. En fait, ces fibres-là, ça a été les premières fibres en fait, qu'on a commencé à manipuler chimiquement pour pouvoir en faire quelque chose. Donc, on avait la laine de mouton, on avait la soie, on avait du coton, etc. Mais ces fibres-là, elles sont quand même assez sensibles à certaines conditions. Donc, l'industrie du textile a commencé à chercher des fibres qui soient moins instables, entre guillemets. C'est relatif ce que je dis, instable, mais surtout moins cher à produire. Donc, à la fin du 19e siècle, on a commencé à faire des recherches et on a trouvé une fibre synthétique qui s'appelle la rayonne. Vous connaissez tous la rayonne. C'est une fibre qui ressemble à la soie, mais pas vraiment, parce qu'en fait, on voit que c'est de la rayonne. C'est un tissu qui est très brillant, beaucoup plus brillant que la soie. La soie est brillante, mais pas à ce stade-là. On voit que c'est un aspect pas tout à fait... on voit que c'est pas de la soie, ça n'a pas le même tombé, ça n'a pas le même style. Bon, bref, on a créé la rayonne. Cette rayonne, en fait, elle est issue de la pulpe de bois. Donc, on récolte le bois, on en fait une sorte de pâte en ajoutant des adjuvants chimiques. Alors, les adjuvants chimiques seront variables en fonction de ce qu'on utilise et on arrive à en faire un fil. Alors, le monde du textile tissu et le monde du textile tricot sont intrinsèquement liés, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que dans le tissu, vous avez les tissus tissés, par exemple, un Liberty sera tissé, mais un jersey, non pas le jersey du tricot, mais le jersey qui sert à faire les t-shirts, eh bien c'est
tricotés. Donc, alors ce sont des fils excessivement fins, mais si vous regardez très attentivement à la loupe du jersey, du tissu, vous verrez que c'est du tricot, en fait. Donc, forcément, ce que vous avez retrouvé dans le monde du textile tissu, vous le retrouverez dans le monde du textile laine. Donc on s'est servi pas de la rayonne en tant que telle, mais des mêmes procédés pour pouvoir exploiter des fibres végétales, en faire quelque chose sans que ce soit nécessairement du lin ou du chanvre. Alors, la rayonne, elle a cet avantage, c'est qu'elle était très douce à porter, facile d'entretien. Elle garde les plis. Donc c'est le genre de tissu qu'on avait, par exemple, alors ça dépend de la qualité évidemment. On fait une chemise, on la lave et hop, les plis restent, enfin les plis par exemple dans une jupe plissée resteront, ou alors pas besoin de repassage. Donc ça c'est le genre de choses. Le lin c'est quelque chose qui froisse énormément, par exemple, c'est un des gros désavantages du lin, c'est ça. Eh bien avec la rayonne on n'avait pas ça, donc on se sauvait et on n'avait plus besoin de repasser certaines pièces. Alors ça dépend de la qualité de la rayonne évidemment. Donc de la rayonne, de ce procédé-là, du premier produit sorti qui est la rayonne, on en a créé toute une série d'autres produits qui sont par exemple la viscose, le polyester, non, pas le polyester, la viscose, le modal, le lyocell. Alors, le lyocell, tout ça sont issus non pas nécessairement de la pulpe de bois, certains sont issus de la pulpe de bois, certains sont issus de la pulpe de coton. Vous allez retrouver ça aussi dans le tricot. Donc quand vous allez dans un magasin de laine, vous verrez parfois une fibre bio-végétale pure ou mélangée avec du coton ou de la laine. Par exemple, coton bambou. Alors le coton ne va pas le produire, c'est une fibre végétale pure et dure, alors on le blanchit, etc., mais c'est pas la même chose. Par contre, quand on ajoute du bambou, c'est le même procédé que la rayonne, c'est-à-dire qu'on va faire une pâte de bambou, on va ajouter des adjuvants chimiques pour pouvoir en faire quelque chose de filable. Vous avez ça au niveau du bambou, vous avez ça pour le soja, vous avez ça aussi pour les protéines de lait, donc il y a des laines à base de protéines de lait, soit à partir de coton, soit à partir enfin mélangé avec du coton, mélangé avec de la laine. Donc vous avez toute une série de fibres qui sont utilisées, qui ne sont pas nécessairement des fibres qui sont considérées comme exploitables comme la laine, si vous voulez, mais qu'on a dû transformer. Et puis vous avez ce qu'on appelle le tencel. Le tencel, c'est la marque Lyocell. En fait, c'est à partir d'algues marines. Donc vous allez trouver toute une série de fibres végétales, entre guillemets, biosynthétiques, parce que la protéine de lait n'est pas une fibre n'est pas végétale, c'est animal, mais voilà, vous allez retrouver ça dans le monde du tricot. Il faut savoir qu'en fait, c'est le entre-deux mondes, entre le végétal et l'animal, entre le végétal et le synthétique. Donc c'est à prendre en considération. Donc ça a commencé à inonder le marché et c'est quand même nettement moins cher que de la laine. Parlons des fibres synthétiques issues de l'industrie chimique, donc qui ne sont pas issues du monde végétal. Alors, dans le monde du tricot, on en a deux, c'est l'acrylique et le nylon. Qu'est-ce que c'est que ces fibres? D'où sont ces fibres? En fait, ce sont des polymères. C'est quoi un polymère? Ce sont des hydrocarbures, hydrogène, carbone. C'est issu de la pétrochimie, donc c'est-à-dire du pétrole ou du gaz naturel. Donc, ces fibres-là sont issues d'une certaine manière du milieu naturel, entre guillemets, comme l'essence est issue du milieu naturel, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le pétrole, c'est quoi? En fait, c'est la dégradation des fossiles. On en obtient un liquide visqueux noir. D'ailleurs, dans le Tintin, sur l'or noir, il en parle. C'est qu'ils se sont servis de cette huile-là pour chauffer, mais c'était très encrassé et c'était pas aussi exploitable que l'essence, par exemple. Donc, on a peaufiné l'utilisation du pétrole en utilisant les méthodes de raffinage. Ben, vous avez le diesel, vous avez l'essence, vous avez le kérosène. Et à côté de ça, on a créé le plastique. Donc, en fait, le plastique est issu de la pétrochimie. L'acrylique, le nylon, ce sont des plastiques. C'est la même chose, ce sont des polymères. Alors comment est-ce que ça se passe? Donc on amène le pétrole brut, qu'on achète, au Qatar ou, en Arabie Saoudite ou, dans des extraits en Norvège, ou dans la c'est pas la mer Arctique, c'est de la mer, je ne sais plus, c'est pas la Baltique, enfin bon, l'Atlantique. Dans l'Atlantique, on extrait du pétrole, on amène ça et on le raffine. Alors, je ne veux pas vous faire un détail sur le raffinage du pétrole, mais ça va dans des entreprises comme Total, ExxonMobil, BP, etc., etc. Ils font du raffinage et ils transforment, ils font des carburants, mais à côté de ça, ils font du plastique. Alors, donc le plastique est un produit issu du... le plastique est un produit
issus du pétrole. En fait, comment est-ce que ça se passe? C'est qu'ils vont faire des petits pellets. Ces petits pellets, ce sont des petites billes de polymère. Vous avez déjà certainement entendu le terme, et c'est ça qui va permettre, en le fondant, en le manipulant d'une certaine manière, de faire, je ne sais pas moi, une cuillère en plastique ou de faire votre pelote d'acrylique. Alors, ces petits pellets sont vendus par les entreprises qui font du pétrole à des entreprises qui font du textile. Comment est-ce que ça se passe? C'est que ces petits polymères-là sont transformés. Alors, une des manières de les transformer, ce n'est pas tout à fait le cas pour tous, et ça dépend de la fibre, mais ici, moi, je veux parler de l'acrylique et du nylon. En fait, cette fibre-là, ces polymères-là, sont transformés, passent de l'état solide à un état liquide. Ça va faire un liquide assez visqueux qu'on va injecter dans des tubes. Et ces tubes, en fait, à leur extrémité, ils ont une sorte de tamis. Ce tamis, ça s'appelle une filière d'extrusion. Donc, on va en tirer un fil, des fils, parce qu'il y en a plusieurs, un peu comme quand on dévide un cocon de soie, si vous voulez. Quand vous regardez comment se passe la soie, comment se passe la soie de mûrier, hein, pas les autres soies, je parle du cocon et du ver de mûrier, donc du bombix. En fait, on dévide le cocon. Eh bien, on va dévider, en fait, si vous voulez, le liquide. Donc, le liquide, ça va passer par la filière d'extrusion et le fil va se solidifier. On va tirer ça sur des grandes longueurs dans une chaîne industrielle et on va finir par en faire des bobines. Donc, voilà comment sont créés les fils. Donc, vous avez des bobines de fil plus ou moins épais, parce qu'en fonction des filières, on a plus ou moins épais. Et à partir de là, on va pouvoir en faire des fils à tricoter. Donc, ces fils vont faire du fil à tricoter, mais aussi du fil à coudre, ou un ajout qu'on va ajouter dans de la laine, ou Dieu sait quoi, mais ici on va parler de la laine. Et donc ce fil-là, soit il est tiré en un énorme fil et on a 10 000 mètres de fil, soit on va couper à façon. Ou alors on va leur appliquer toute une série différente de finition. Par exemple, on peut imiter le crimp. Par exemple, le crimp, c'est quoi? Je vous l'ai déjà dit dans la laine. En fait, c'est ce qui donne cet aspect ondulé à un fil, à un poil de mérinos, par exemple. Eh bien, on peut faire ça artificiellement. Ils vont enrouler le fil un peu comme comme vous allez enrouler vos cheveux sur un bigoudi. Eh bien, vous allez avoir un fil qui va être ondulé. On va atténuer la lumière, on va rajouter quelque chose pour que ce soit un peu plus doux, on va le retordre, on va faire du 3 brins, du 5 brins, du 10 brins, ou on va le laisser en mode unique. Donc, toutes les finitions sont possibles sur ce genre de fil. C'est la base du tricot, en fait, du fil que vous allez trouver dans le commerce, chez Action, je sais pas moi, chez n'importe quelle marque de laine qui mélange un peu, par exemple, soit du nylon avec de la laine, ou de l'acrylique avec du coton, ou du 100% acrylique. Parlons un peu de fibres synthétiques dans le marché de la laine et dans le marché du tissu. En fait, le but de la fibre synthétique, ça a été d'imiter la fibre naturelle. Il faut savoir que la soie, par exemple, était très, très chère, donc ça n'était réservé qu'à une partie de la population. Donc on a essayé de trouver quelque chose qui était pas cher, qui était abordable, qui se vendait facilement, qui était facilement reproductible, qui ne dépendait pas de X ou Y facteurs. Donc on a essayé d'imiter les fibres naturelles. Et c'est dans les années 20, avec l'évolution de la science, que les scientifiques ont commencé à pouvoir comprendre comment était composée au niveau moléculaire une fibre naturelle et se sont rendus compte que ces fibres étaient composées elles-mêmes au niveau moléculaire de fibres longues. Donc en décortiquant la composition d'une fibre naturelle, ils ont essayé d'imiter et ils ont imité en créant une fibre artificielle. Alors ça date des années 20, donc je vous ai parlé de la rayonne qui, elle, était biosynthétique, mais là on est vraiment dans la pétrochimie. Dans les années 35, on a créé le nylon. Alors ça a été créé par une entreprise qui s'appelle Dupont de Nemours, et malgré son nom, c'est une entreprise américaine. Donc le nylon a commencé à être mis sur le marché, et on le retrouve dans tout, en fait. On l'a retrouvé dans tout. On l'a retrouvé dans les bas, on l'a retrouvé dans les sous-vêtements, on l'a retrouvé dans les filets de pêche, etc., etc. Dans des cordes, on retrouve le nylon partout. Et encore maintenant, on le retrouve partout, le nylon. Donc dans les années 35, on a commencé à mettre ça et à remplacer ça par autre chose, enfin remplacer le nylon, les autres, la soie par exemple, par le nylon. D'ailleurs, moi j'ai un souvenir, ma grand-mère me racontait ça souvent, c'est qu'elle a vécu la guerre 40-45,
C'était un endroit qui était envahi par les Allemands et quand la libération est arrivée, les Américains sont arrivés avec des bas en nylon et ils offraient des bas en nylon. C'était un truc, pas peut-être pas tous, alors je doute que c'était une action concertée de l'armée, mais ils amenaient des bas en nylon et ils faisaient du troc pour obtenir ceci ou obtenir cela, donc voilà. Donc on amenait des bas en nylon parce que pendant la guerre, on portait quasiment pas de bas parce qu'on n'en avait pas l'occasion. Soit on avait des bas en soie qu'on avait réussi à garder bien nickel, soit on se teignait les jambes. Et donc ma grand-mère, elle m'a souvent réellement parlé des bas en nylon qu'amenaient les Américains. D'ailleurs, quand elle parlait de bas, elle disait les nylons ou les bas en nylon. Elle disait pas, tes bas en soie, elle disait des bas en nylon. D'ailleurs, on porte tout encore des bas en nylon quand on porte des bas, c'est souvent du nylon. Donc voilà pour le nylon qui est arrivé sur le marché, qui a été le premier avant l'acrylique à arriver sur le marché. Ensuite, dans les années 50, on a commencé à décliner toute une série de produits à partir des polymères. Donc je vous ai expliqué le nylon à partir des polymères. Et on a eu ce qu'on appelle l'acrylique. Alors l'avantage de ces fibres-là, c'est qu'elles ne sont pas feutrables, elles sont faciles d'entretien. Comme elles n'ont une tendance à ne pas être amiées avec l'eau puisqu'elles sont issues d'un produit huileux, elles sèchent facilement, elles ne feutrent pas, elles ne boulogent pas, et encore ça je vous en parlerai après. Donc, et en plus elles sont abordables, beaucoup plus abordables que la fibre de laine. Donc elles avaient tout pour plaire à l'époque, sans penser aux conséquences environnementales, tout pour plaire, pour se retrouver partout, dans les vêtements et forcément dans les fils à tricoter. Alors, je vous ai parlé de l'histoire, du nylon et de l'acrylique. Il y a des avantages et des désavantages. Alors, quels sont les avantages des fibres synthétiques? Alors, les fibres synthétiques, elles sont antimicrobiennes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas tendance à pourrir, elles n'ont pas tendance à moisir. Elles sont aussi beaucoup plus solides que les fibres animales. Elles ne feutrent pas, elles ne boulochent pas, elles résistent à la température. Et encore, ça j'expliquerai par la suite, mais elles sont facilement lavables, elles sont faciles d'entretien, elles sont pas chères. Et surtout, elles sont anti-allergéniques. Donc quand quelqu'un est allergique, une fibre synthétique, allergique à la laine, entre guillemets, donc à la lanoline, eh bien, il peut utiliser des fibres synthétiques parce qu'il ne sera pas allergique. Et puis, un avantage indéniable, c'est qu'elles résistent aux mites. Parce que il faut savoir que les mites, elles se nourrissent j'en ai parlé dans les mythes des mites, elles se nourrissent de kératine. Dans la fibre synthétique, vous n'avez pas de kératine, c'est du plastique. Et une mite, un entraîne ou un poisson d'argent ne va pas se reproduire et va pas pouvoir survivre en se nourrissant de plastique. Au niveau des désavantages, il y en a forcément. Alors, il faut savoir que le nylon, par exemple, il supporte mal le froid, il se raidit. Donc, vous pensez à un vêtement de ski que vous portez et vous entendez crisser ce vêtement de ski s'il est en nylon. Un des autres désavantages, c'est qu'elles ne sont pas facilement biodégradables. On sait bien qu'une bouteille en plastique dans la nature, ça va mettre plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années avant de se dégrader. Elles sont résistantes à la chaleur, mais d'une certaine manière. J'en ai parlé sur la vidéo sur les pompiers. Il faut savoir que le nylon, à partir d'une certaine température, relativement basse, donc dans le cas des incendies, par exemple, c'est problématique, ne va pas brûler, va fondre. Donc ça peut coller aux plaies, ça peut coller à la peau, ça peut provoquer des brûlures par contact et des brûlures parce que ça dégage lorsque ça brûle. La laine, elle, ne va pas fondre, elle va brûler. Et il faut déjà un niveau de température très élevé pour que ça brûle. C'est quelque chose de l'ordre de 600 degrés, pour vous dire. Donc, quelqu'un ne survit pas à 600 degrés. Mais donc, la laine, elle, ne va absolument pas fondre. Elle va brûler et se transformer en cendre tout de suite. Donc, ça, c'est un des gros désavantages du nylon, c'est qu'elle ne résiste pas bien à la température. Donc, un exemple, mais ne faites pas des maniques pour sortir votre four parce que vous avez un reste d'acrylique, par exemple, et vous dites « Oh, je veux l'utiliser pour faire des maniques et pour sortir mes plats du four », c'est un mauvais plan. Comme quand vous faites un pull, par exemple, avec un mélange d'acrylique, ne le passez pas au fer en température directe, sinon vous allez, pour le bloquer, vous allez avoir quelque chose qui va fondre. C'est pareil pour les chaussettes. Donc pas de température directe, vous ne mettez pas le fer directement, il faut une pâte mouille pour éviter que ça ne brûle. Parce que sinon, vous allez avoir votre chaussette qui va se durcir parce que le nylon dans le fil à chaussette, si vous avez du nylon dans le fil à chaussette, va fondre. Et ça fond relativement vite, c'est plus d'une centaine de degrés, je pense, mais c'est pas à 600 degrés comme la laine. Donc ce sont des désavantages certains. Quel autre désavantage? Ah oui, le nylon, comme je l'ai dit, il est issu
du pétrole, donc du milieu huileux, et donc il n'absorbe pas bien l'eau. Donc pour la transpiration, gérer la transpiration des pieds, par exemple, ça peut être problématique parce que vous n'aurez pas cette capacité qu'a la laine, par exemple, qui absorbe, qui a une capacité d'absorption de laine de 30%, donc 130%, parce que la fibre gonfle avec l'eau et puis va la rejeter. Vous n'avez pas cette gestion de la température qu'on a avec le nylon et avec l'acrylique. Par contre, c'est très avantageux pour les vêtements de sport, les maillots, par exemple, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez laver votre maillot et 1 heure après, il est sec. Parlons un peu plus en détail. Le nylon. Alors, le nylon, il est léger. Il date des années 30, donc il est arrivé sur le marché avant l'acrylique, comme je l'ai dit. Il est léger, il est résistant, il est durable, il résiste fortement au frottement. C'est pas pour rien, en fait, qu'on met du nylon dans les chaussettes. Parce qu'en fait, ça permet de pouvoir renforcer le fil de chaussette de laine au frottement, surtout dans les pointes et dans les talons. D'ailleurs, si vous regardez, quand vous achetez de la langue Jawol, vous avez souvent un tube de fil à l'intérieur de la plotte pour pouvoir avoir un fil de renfort. Alors ce fil de renfort, il est parfois 100% laine, parfois c'est du nylon. Une des manières de renforcer les pointes et les talons, c'est de tricoter avec un fil à coudre qui est un fil à coudre en nylon, ça renforcera le fil. Alors, le nylon apporte une durabilité certaine, une résistance certaine, ça ne veut pas dire que tous les autres fils à chaussettes ne sont pas valables, soit, mais voilà pourquoi on a introduit du nylon dans les chaussettes. Un des gros inconvénients du nylon, c'est comme pour toutes les fibres synthétiques, il gère très très mal l'eau, donc au niveau de la transpiration, c'est franchement pas top. Et il faut savoir aussi, c'est que le nylon, il se fragilise au soleil. Donc c'est un très mauvais plan de mettre vos chaussettes à sécher en plein soleil parce que vous allez finir par dégrader la fibre de nylon et vous allez avoir quelque chose qui va casser plus facilement. Donc soit vous mettez sécher sur un portant et vous ne mettez pas en soleil direct, soit vous le laissez à sécher à l'intérieur. Mais le nylon est relativement fragile à la lumière du soleil. L'acrylique, lui, date des années 50. Alors, l'acrylique, comme le nylon, est léger. Et en fait, dans l'industrie, on a souvent mélangé ça avec de la laine. Comme c'est beaucoup plus léger que la laine, ça fait, par exemple, un pull beaucoup plus léger. Non seulement c'est plus léger, mais ensuite, plus c'est beaucoup plus abordable, c'est moins cher. C'est, comme le nylon, très solide, résistant au frottement. Alors, pas n'importe comment, je vais vous le dire. Je vais vous expliquer. On a un toucher qui est très, très proche de la laine, très proche, mais quand on a l'habitude de toucher de la laine, on sent la différence, on sent quand même cette touche un peu plastique. Donc, ça a été à un certain moment le remplacement de la laine, plus besoin de se prendre la tête, ça ne va pas feutrer, ça peut aller en machine. Quand il s'agit de vêtements d'enfants, on met ça dans la machine, on met ça dans le sèche-linge, et voilà quoi. Ça ne se froisse pas facilement, ça supporte un lavage à 20 à 30 degrés, ça ne s'abîme pas facilement, ça résiste au frottement. Comme ça n'absorbe pas facilement l'eau, les taches restent moins facilement dessus, etc. etc. Mais l'acrylique, c'est beaucoup d'électricité statique, et ça bouloche énormément. Et ça ne se rase pas comme un pull en laine. Un pull en laine, vous filez, en fonction du filage, s'il est très efficace ou pas, et en fonction de la fibre que vous avez à faire, ça va boulocher. Et ça va boulocher une fois, et quand vous rasez, la bouloche, elle part. L'acrylique, en fait, comme ce sont des fibres longues, ça va boulocher, mais ça va rester accroché. Et donc, vous aurez du mal à pouvoir vous débarrasser des bouloches. Et donc, ça vieillit mal, en fait. C'est résistant, mais ça vieillit mal, ça devient très vite moche, beaucoup plus vite moche qu'un fil de laine, que vous pouvez raser une fois de temps en temps pour qu'il reprenne un peu de sa splendeur. Donc, voilà pour l'acrylique, voilà pour le nylon. Donc, j'en ai terminé, je vous ai donné un aperçu grossier de ce que vous allez trouver sur le marché de la laine. Donc, je ne parle pas des fibres biosynthétiques parce que c'est un monde vaste, on parle vraiment de l'acrylique et du nylon. La conclusion, elle est où, en fait, dans cette histoire? Je vous l'ai dit, moi, au début de la vidéo, je ne suis pas une épère pour les fibres synthétiques et j'ai mon avis, mais ça ne veut pas dire que pour autant, je juge les gens qui utilisent des fibres synthétiques. Alors, les fibres synthétiques, c'est la fibre la plus polluante sur le marché. Mais il faut savoir que toute production de laine, de fibres à tricoter a un impact écologique. Ça nécessite des ressources, ça nécessite du lavage, ça nécessite de l'eau, ça nécessite des produits chimiques ou pas, du savon ou pas, des teintures ou pas. Donc,
c'est pas un impact neutre. C'est pas parce que vous allez utiliser de la laine issue de moutons que ça va avoir un impact neutre sur l'environnement. C'est faux, il faut déjà le savoir. Alors il faut savoir que oui, mais la fibre synthétique, elle a un impact beaucoup plus négatif parce que ben, forcément, on utilise beaucoup de chimie, mais c'est le cas aussi de la biosynthétique, c'est le cas du superwash. Donc on est dans un monde de rien n'est parfait, si vous voulez. On ne peut pas juger les gens parce qu'ils utilisent une fibre synthétique, parce qu'il y a rien à faire. Même en utilisant de la laine naturelle, on a quand même un impact environnemental. Donc, c'est pas parce que vous allez utiliser de la fibre synthétique que vous êtes quelqu'un de sans valeur et qui ne pense pas aux autres, et c'est pas parce que vous utilisez de la laine que vous êtes dans le bon. Le Ce qu'il faut faire, c'est réfléchir, en fait. En tant que consommateur, se dire: «Oui, moi, je veux utiliser de la laine pour ça, pour ça, pour ça, pour ça». Mais quand vous avez un chien, par exemple, je vais donner l'exemple parce qu'il est à côté de moi, le chien. Si vous voulez faire une couverture que vous allez laver X fois par mois parce que c'est un chien, hein, ça sort dehors, il va mettre ses pattes dessus, voilà, c'est un chien. Eh bien, il est clair que le nylon, vous aurez peut-être moins d'impact écologique parce que vous allez produire, vous allez la tricoter, mais ça va être un truc increvable, qui va devenir moche, mais ça va quand même être increvable. Ben, vous pensez un peu aux couvertures que faisaient nos grands-mères pour les bébés. Moi, j'ai encore la couverture de quand j'étais de mon fils, que ma grand-mère a tricoté en acrylique. Mon fils, il a 19 ans. Eh bien, elle est quasiment comme quand elle l'a tricoté. Pourtant elle a été lavée je ne sais pas combien de fois. Donc à cette époque-là, elle avait acheté chez Bergère de France, eh bien, cette fibre-là, elle est restée quasiment intacte. Donc on peut se poser la question de l'utilité de l'acrylique. Vous allez utiliser pour la décoration, par exemple. Vous avez envie de faire, je sais pas, quelque chose pour décorer, ben vous allez utiliser de l'acrylique. Pas pour les maniques, je me répète, parce que sinon vous allez vous brûler et ça va fondre. Mais il n'y a pas de monde idéal. Ce qui est important, c'est surtout de faire en conscience et de prendre conscience que produire de la fibre synthétique, ça a un impact. C'est issu de la pétrochimie. On sait que c'est un monde fini, le monde pétrolifère, qu'on n'aura pas accès au pétrole toute notre vie, forcément, et on épuise cette ressource-là, et que donc forcément, à un moment donné, il va peut-être falloir s'orienter sur autre chose, ou trouver autre chose. Donc, c'est issu du milieu du pétrole. Il y a rien à faire, le plastique, ça libère des microparticules dans la nature. Ça a aussi un impact. Donc, moi, je suis là pour vous donner des pistes et de faire en fonction de vos valeurs, de votre façon de percevoir la nature, de façon de percevoir l'environnement, de votre budget, parce que l'acrylique, c'est quand même nettement moins cher que la laine, hein, clairement. Mais est-ce que la durabilité, enfin, c'est tellement discutable, tellement, comment dire? Tellement vaste et complexe que c'est impossible de vous dire: «N'utilisez pas de l'acrylique, c'est pas bien, utilisez de la laine, c'est bien». On peut se poser aussi des questions sur: est-ce qu'il est nécessaire de faire 20 pulls par an? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt est-ce que ce n'est pas plutôt moins négatif de se faire 2 pulls en acrylique et les garder pendant 15 ans que de se faire 20 pulls en laine et en refaire 20 l'année qui suit? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors je ne suis pas une pro synthétique, j'aime pas ça, j'aime pas tricoter, j'ai aucun plaisir à tricoter ça. Quand je dois le faire parce que je fais un pull, un pouf pour mon chien qui est en train de gratter à la porte, eh bien je le fais, voilà. Il m'arrive d'utiliser de l'acrylique, mais de manière très parcimonieuse et réfléchie. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et ce sera à la semaine prochaine.